14 avril 2015. On est dans le quartier d'Atekoubé, à Abidjan. Et il y a une odeur dans l'air. Une odeur vraiment particulière. De chair brûlée, de haine, quoi. Ça prend à la gorge. Sur le bord de la route, il ne reste qu'un tas de cendres. Et si on s'approche, on voit des pieds noircis. Un bout de mâchoire qui fume encore. Et juste à côté, une scène, d'une barbarie totale, une tête humaine, décapée à la machette, et brandie comme ça, comme un trophée, par une foule. C'est la tête de Zama. Et cette scène, beaucoup de gens en ont vu des bouts, des extraits. Ah oui, la vidéo a tourné partout. Exactement, elle a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. C'est une violence insoutenable. Mais derrière l'horreur, il y a cette question immense. Qui était vraiment cet adolescent Zama? Est-ce que c'était juste un monstre, le chef des microbes qui terrorisait Abidjan? Ou est-ce que c'était le produit d'un système qui l'a complètement anéanti? C'est justement là-dessus qu'on va essayer de se pencher aujourd'hui. Et il faut être très clair dès le début. L'objectif, c'est pas du tout de le glorifier et encore moins d'excuser ce qu'il a fait. La violence qu'il a semée, elle est inexcusable. L'idée, c'est plutôt de comprendre les engrenages. Comment un gamin a pu devenir ce symbole pour finir de cette manière. D'accord. Alors pour comprendre, il faut revenir au tout début, à son enfance à Boribana. C'est un bidonville qui est décrit comme un village oublié par le temps, en plein milieu d'Abidjan. Et là, on découvre un petit garçon, Mamadou, qui est plutôt silencieux, un observateur. Et la source utilise une expression qui m'a vraiment marqué. Il avait des yeux trop vieux pour son visage. C'est un marabout. Attendez, quand on dit marabout, de quoi on parle exactement? C'est un chef spirituel, un sorcier? Quelle est la nature de son pouvoir? En fait, c'est un mélange de tout ça. Et c'est ça qui est crucial. Dans un endroit comme Boribana, où l'État, la police, la justice, tout ça est quasi absent, le marabout, c'est une figure de pouvoir. Il est à la fois le juge, le médecin, le garant de l'ordre en quelque sorte. Son pouvoir, c'est pas tant ce qu'il fait, mais ce que les gens croient qu'il peut faire. D'accord. On dit qu'il parle aux djinns, qu'il a des pouvoirs. Et Zama, le petit Mamadou, il grandit dans cette aura de mysticisme et surtout de peur. Donc il n'est pas juste le fils d'un type, il est le fils d'une légende locale en fait. Ça a dû le façonner complètement. Complètement. Et il y a un moment charnière. Un jour, Mamadou rentre à la maison, le visage en sang après une bagarre. Son père le regarde à peine et lui lance une phrase, un ordre brutal, « Deviens fort ou meurs ». Ah ouais. Et la source est très claire là-dessus. Ce jour-là, l'enfant, Mamadou, il commence à disparaître pour laisser la place à Zama. Deviens fort ou meurs. C'est d'une violence inouïe de la part d'un père. J'imagine que ça a dû avoir un effet immédiat sur sa vision du monde et sur son rapport à l'école, par exemple. Exactement. L'école, du jour au lendemain, ça devient obsolète pour lui. À quoi ça sert d'apprendre à compter quand la seule leçon qui vaille, c'est celle de la survie? Du coup, il quitte la salle de classe pour ce que j'appellerais l'université de la rue. Les marchés d'Abidjan. C'est ça. C'est là qu'il apprend tout. Voler, se débrouiller, repérer les failles. Il subit la faim, le mépris. Et tout ça, comme le dit la source, ça forge en lui une armure d'acier froid. Et c'est là, dans cette dureté, qu'il va découvrir quelque chose. Pas un talent pour les maths, mais un talent pour le pouvoir. Le pouvoir brut, oui. Il réalise qu'il a un truc que les autres n'ont pas. Il n'a même pas besoin de crier pour qu'on lui obéisse. Il a ce regard, sûrement hérité de l'aura de son père, qui suffit à glacer le sang. Alors il commence à tester son influence. Et il se rend compte que la peur, c'est un langage universel. Ce qui est fou, c'est comment un ado silencieux, presque invisible, se transforme si vite en leader. C'était que par la peur ou il y avait autre chose? C'est une excellente question. La peur, c'est le moteur. Mais le carburant, c'est le mysticisme. Il va utiliser l'héritage de son père de manière brillante, presque. La rumeur se propage. Zama est protégé, il est intouchable. On dit que son père lui a transmis un pouvoir, que les balles ne peuvent pas l'atteindre. Et peu importe si c'est vrai ou faux, j'imagine. Aucune importance. Dans ces quartiers, la croyance tue plus sûrement qu'une arme. Il a transformé la superstition en une arme psychologique. Les jeunes le craignent, mais ils l'admirent aussi. Et c'est comme ça qu'il forme sa première meute. Et à partir de là, son ascension est fulgurante. Les étapes décrites dans la source, c'est vertigineux. À 12 ans, il donne son premier ordre. Un gamin est battu juste parce qu'il a mal regardé. 12 ans. À 13 ans, il prend le contrôle du commerce du pain sur le marché. Et à 14 ans, il instaure sa propre taxe de protection.
C'est plus un gamin qui survit, c'est un parrain qui est en train de naître. Absolument. Et la conclusion de la source sur cette période est sans appel. Zama ne vit plus dans Boribana. Il possède Boribana. Le quartier, paralysé par la peur et le désespoir, lui a cédé la place. L'État étant absent, il a créé son propre État, avec ses lois. Et c'est là que ce phénomène local va déborder pour terroriser tout Abidjan. Il donne un nom à son gang, un nom qui va faire trembler tout le monde, inspiré du film brésilien La Cité de Dieu. Les microbes. Un nom terriblement bien choisi en fait. Un microbe, c'est petit, c'est presque invisible, ça se propage partout et ça peut tout détruire de l'intérieur. Et ses membres, ils sont à cette image. Des gamins de 10 ans à peine, en haillons, des enfants que la société a rendus invisibles. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce qu'on leur refuse, du respect, de l'argent et aussi paradoxalement une famille. Et Zama leur offre les trois. Est-ce que c'était juste une bande, chaotique, où il y avait une organisation, des règles? C'était une meute, mais une meute avec un code, imposé par Zama. Des règles simples, brutales. Toujours opérer en groupe, ne jamais hésiter et ne jamais montrer de pitié. Avant chaque attaque, ils se frottaient de la terre sur le front, ils avaient un signe de la main et ils poussaient un cri de guerre. C'était une façon de se déshumaniser, de devenir une force anonyme et terrifiante. Et leur mode opératoire était tout aussi terrifiant. Ils surgissaient la nuit par vagues de 20, 30, parfois 50, armés de machettes, de barres de fer. Ils créaient le chaos. Ils frappaient, volaient et disparaissaient aussi vite qu'ils étaient venus. C'était ça leur stratégie, la terreur pure. Les témoignages dans la source sont glaçants. Une vendeuse, Madame Conny, raconte avoir vu un gamin de même pas 11 ans, avec un regard vide. Un autre commerçant, Moussa, explique: quand il criait « microbe », c'était fini. Tu lâchais tout et tu priais. Zama avait compris un truc fondamental. Pour contrôler une ville, il ne faut pas s'attaquer aux forts, mais aux plus faibles. Il ciblait les femmes, les vieillards, les petits marchands. Il frappait l'âme d'une ville. Et la panique devenait sa meilleure arme. Et pour asseoir ce pouvoir, le documentaire parle de son quartier général, les fumoirs. Quand j'ai lu ça, j'imaginais juste des endroits un peu glauques où on se drogue. Mais d'après la source, c'était bien plus stratégique que ça, n'est-ce pas? Ah oui, bien plus. Les fumoirs, ces cabanes insalubres, c'est devenu ses centres de commandement. C'était son royaume. Il contrôlait absolument tout. Qui entrait, la vente de drogue, le prix, la sécurité. La seule loi, c'était celle de Salam. C'est là qu'il recrutait, qu'il planifiait ses raids. C'était le cœur de son empire. Mais ça soulève une question évidente. Comment il a pu opérer aussi longtemps sans être arrêté? On parle d'un adolescent qui contrôle des quartiers entiers. Où était l'État, la police? Et c'est le point crucial de toute cette histoire. Le documentaire est très clair là-dessus. Zama bénéficiait de protections invisibles. Il n'aurait jamais pu arriver à ce niveau de pouvoir tout seul. C'est-à-dire? La source révèle que des ex-combattants des FRCI, qui sont restés lourdement armés après la guerre civile, utilisaient Zama et ses microbes. C'était une sorte de symbiose toxique. Ces hommes fermaient les yeux sur ses activités et même le protégeaient, en échange d'une part des bénéfices ou pour l'utiliser comme bras armé. Zama était un pion, mais un pion devenu extrêmement puissant. Donc il était en quelque sorte sous-traité par des forces plus puissantes. C'est ça qui explique son impunité. Précisément, c'est ça qui explique pourquoi il semblait intouchable. Il y a un témoignage d'Émile Bojlidj du cabinet du maire d'Atekoubé qui le confirme. Il raconte que les habitants se plaignaient tout le temps. Zama était arrêté par la police et systématiquement relâché quelques jours plus tard. Ah oui, quand même. Donc les forces de l'ordre semblaient soit impuissantes, soit complices. Et lui, il jouait sur les deux tableaux. Un ancien microbe repenti raconte que Zama leur faisait croire que ses prières les rendaient invisibles, invincibles. Il mélangeait le mysticisme et une impunité politique bien réelle. Pour ses troupes, c'était la preuve qu'il était vraiment protégé par les esprits. Et pendant ce temps, la réponse officielle du gouvernement semble complètement à côté de la plaque. Le documentaire mentionne cette tentative de changer les mots en demandant aux médias de ne plus les appeler microbes, mais enfants égarés. C'était surréaliste. Pendant que des gens se faisaient agresser à la machette, le débat au sommet de l'État, c'était de la sémantique. Ce discours, bien intentionné sur le papier, contrastait violemment avec la réalité du terrain. Pour les habitants, ça sonnait comme une insulte, comme la preuve qu'ils étaient abandonnés. Et face à cet abandon, qu'est-ce qui se passe? La population ne va pas rester les bras croisés éternellement, j'imagine. Non, bien sûr que non. Quand l'État ne protège plus, les gens s'organisent. C'est presque une loi physique.
Des comités de vigilance se sont formés dans les quartiers. Des pères de famille, des jeunes, armés de bâtons, de machettes, de ce qu'ils pouvaient trouver, ont commencé à patrouiller. Au début, c'était pour se défendre. C'était purement défensif, oui. Mais très vite, la ligne entre la défense et la vengeance est devenue très, très floue. En mars 2015, un mois avant la mort de Zahama, un premier microbe présumé est lynché par la foule. La machine de la justice populaire était en marche. Et elle va atteindre son point culminant le 14 avril 2015. Zahama est capturé. Les versions divergent un peu, mais au fond, peu importe qui l'a attrapé. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la police qui gère la suite. Non, c'est la foule qui prend le relais, et avec elle, toute la haine accumulée pendant des années. Les vidéos sont insupportables. On le voit menotté, le visage en sang. Il tente une dernière fuite, il saute dans un caniveau. Mais la fureur de la foule est implacable. On le remonte, et là, c'est une explosion de violence inouïe. Des centaines de coups. Et la mise à mort elle-même, la décapitation, le corps brûlé, c'est plus qu'un meurtre, ça. C'est un rituel. Pourquoi cette mise en scène aussi macabre ? Parce que c'est un acte qui est chargé de symboles. Ils ne veulent pas juste le tuer, ils veulent anéantir le symbole Zama. Brandir sa tête en trophée, c'est une façon d'exorciser la peur, de montrer que le monstre est bien mort. Et le bûcher, c'est encore plus puissant. Dans beaucoup de croyances, le feu purifie et empêche l'esprit de revenir. C'était un message. Un message terriblement clair, oui, envoyé aux autres microbes et à l'État. Vous nous avez abandonnés, alors on rend notre propre justice. Et notre justice est totale et sans retour. On pourrait penser que la mort du chef, même si elle est terrible, aurait pu mettre fin au phénomène. Est-ce que ça a été le cas ? C'est tout le contraire qui s'est produit. La mort de Zama a créé un vide de pouvoir. Et la nature a horreur du vide, surtout dans ce milieu. La guerre de succession a commencé tout de suite. Ah oui. Dès le lendemain, des attaques de vengeance encore plus violentes ont éclaté. De nouveaux chefs ont émergé. Le documentaire en cite deux. Un certain Pythagore, décrit comme un élève de seconde, plus stratège et encore plus féroce que Zama, et un autre, Clavier, plus brutal. En fait, l'hydre avait plusieurs têtes. En couper une n'a fait que renforcer les autres. Alors, au final, qu'est-ce que cette histoire nous apprend ? Si tuer le chef ne change rien, quel est le vrai problème ? Le vrai problème, c'est que Zama n'était pas la maladie. Il n'en était que le symptôme. Ce que les documentaires mettent en lumière, c'est une sorte de recette universelle de la catastrophe sociale. Vous prenez un État quasi absent qui abandonne ses citoyens les plus pauvres. Vous ajoutez une misère économique qui supprime tout espoir et vous saupoudrez le tout de structures familiales éclatées. Et ça donne un Zama. Exactement. Zama n'a pas inventé cette recette, il en est juste le produit le plus tristement célèbre. C'est un modèle tragique qu'on retrouve partout, des favelas de Rio au ghetto de Baltimore. Tuer un Zama ne résout rien, tant que la fabrique à Zama, elle, tourne à plein régime. La source se termine sur une phrase qui résume tout et qui reste en tête. Avant d'être microbes, ils étaient enfants. C'est peut-être la pensée la plus dérangeante, oui. Ce cycle de violence, il s'alimente de l'indifférence. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement Abidjan. Si les conditions qui ont créé Zama, la pauvreté, l'absence de l'État, la violence comme seule issue, n'ont pas changé, combien d'autres enfants grandissent en ce moment même dans son ombre, prêts à prendre la relève ?